Aujourd'hui, on va discuter d'un personnage qui divise les fans, le cowboy solitaire et numéro 1 de l'Espada, Coyote Stark. D'après une partie de la communauté Bleach, Stark ne mérite pas son rang de Primera Espada, et serait sous-exploité. Pour les autres, c'est un personnage marquant qui nous propose des moments mémorables et nous pose des questions intéressantes par rapport à la solitude et les effets qu'elle peut avoir. Avant de se lancer, comme toujours, merci à tous pour votre soutien. C'est la dernière vidéo de 2020, donc je tenais à vous souhaiter une bonne fin d'année, et de bonnes fêtes, et croyez-moi, 2021, ce sera l'année de Bleach. Alors n'hésitez pas à soutenir la chaîne comme jamais, à vous abonner et à bourrer les likes pour qu'on continue à partager la passion de Bleach en 2021. Et maintenant que tout est dit, parlons de Coyote Stark. Le Primera Espada, Stark, est un personnage assez particulier, qui représente la solitude. Il n'apparaît pas énormément au cours de la série, et son moment sur le devant de la scène se résume surtout à son affrontement avec Kyoraku et compagnie, pendant la bataille de Karakura. Mais on va commencer par parler de ses origines, l'époque où Stark, en tant que Holo, errait seul dans l'Uekomundo. Sa pression spirituelle était tellement forte que les Holos qui l'approchaient mouraient instantanément, et de ce fait, aussi loin qu'il se rappelle, il n'a connu que la solitude. C'est en parvenant à séparer son âme en plusieurs parties que sont nées deux entités distinctes, Stark et Lilineth, et c'était en gros son seul remède pour échapper à la solitude. Et c'est alors que les deux erraient sans but qu'il rencontrait Raizen, qui, intrigué par l'énorme pile de Holos morts qui se trouvait près d'eux, a vite compris qu'il avait affaire à un être surpuissant. Stark et Lilineth accepteront bien entendu l'invitation du Shinigami, car c'est pour eux un moyen de fuir la solitude et de rencontrer d'autres personnes qui ne succomberaient pas à cause de leur pression spirituelle. C'est donc de cette manière qu'il rejoindra l'Espada et recevra le numéro 1, car comme je l'ai dit, il possède un Reiatsu spectaculaire. En termes de personnalité, Stark est très différent de la majorité des autres membres de l'Espada, puisqu'il nous dévoilera lors de ses premières apparitions un caractère plutôt désintéressé, pas très motivé et qui ne semble pas vouloir réellement s'impliquer dans quoi que ce soit. Lorsqu'il a pour mission de ramener Orihime à Las Noches, après que Kenpachi ait vaincu Noitra, on voit clairement que ce n'est pas son genre d'agir de la sorte. C'est pour ça que j'apprécie le personnage, car au final, même en tant qu'Espada numéro 1, il est peut-être parmi ceux qui semblent le moins menaçants en apparence, et je pense que c'est clairement voulu par Kubo qui essaye de nous prendre à contre-pied, en nous proposant un méchant atypique, et qui contraste complètement avec des antagonistes comme Baragan par exemple. Après c'est cool de vouloir surprendre, mais est-ce que tout cela est bien exécuté? Ça a chacun son opinion, et c'est là que la communauté est divisée comme je l'ai dit plus tôt. Bref, c'est lors de la bataille de Karakura qu'il se mettra vraiment en action, enfin plus ou moins puisqu'en réalité il n'a pas du tout envie de se battre, et va tout faire pour faire durer le combat sans vraiment se mouiller. Le début de cet affrontement est assez surprenant puisque Kyoraku va affronter Stark, pendant qu'Ukitake est face à Lilineth, mais son apparence enfantine fera qu'il refusera de la combattre. Mais si je dis que le début du combat est surprenant, c'est aussi surtout parce que Stark va demander à ses adversaires s'ils ne veulent pas faire semblant de combattre en attendant que la bataille se finisse. Et c'est une proposition qui plaira beaucoup à Kyoraku, qui de par son côté nonchalant aurait bien aimé accepter. Bien qu'ici il ne puisse pas se permettre de se déconcentrer, une bonne partie du combat va se dérouler au calme, les deux adversaires s'observant alors que Stark remarque très vite l'habileté de Kyoraku, et le fait qu'il soit capable de combattre parfaitement à deux épées, mais aussi qu'il aime tromper ses adversaires au combat en utilisant la ruse. J'adore la tension qui monte petit à petit entre ces deux adversaires, d'un côté l'Espada numéro 1, et de l'autre un des vétérans du Gotei 13. Les répliques qu'il se lâche sont vraiment ultra stylées, surtout quand Stark révèle qu'il est le Primera, ou alors quand les deux se complimentent sur leur force et se remercient carrément. Mais malgré leur nonchalance, on réalise parfaitement que ce sont des combattants hors pair, et plus ils dévoilent leurs cartes, plus le combat devient intéressant, même si en termes de rythme, on peut reprocher le fait que l'on soit souvent coupé par d'autres passages, étant donné que plusieurs affrontements majeurs ont lieu en même temps. Parlons aussi du cas Ukitake, qui face à Lilineth nous montre encore une fois toute sa bonté et sa gentillesse, puisqu'il refuse de l'affronter et semble vraiment attristé car elle persiste à l'attaquer inutilement. Il va finalement se contenter de jouer avec elle, car bien qu'elle ait une relation d'égal à égal avec Stark, elle a une personnalité enfantine et n'est pas très forte. Mais elle est différente des autres Fracionnes, qui eux sont sous les ordres de leur maître et qui le servent loyalement. Le combat entre Kyoraku et Stark va gagner en intensité lorsque l'Espada va voir à l'œuvre les Bankai des autres capitaines, ce qui semble susciter en lui beaucoup d'intérêt. Il va donc vouloir faire en sorte que le capitaine de la 8ème division lui montre le sien. Ce qui est drôle quand on sait qu'au final, le personnage n'affrontera jamais aucun Bankai. Afin de motiver Kyoraku à lui dévoiler ses vrais pouvoirs, il va donc dévoiler sa résurrection, Los Lobos, qu'il active en fusionnant avec Lilineth. Son apparence ne change que très peu, mais il dispose désormais de deux gros flingues et ne fait plus qu'un avec sa Fracionne, qui est toujours consciente et participe au combat. Ces deux guns peuvent tirer un nombre illimité de Zero, et afin de se mettre au niveau de son adversaire, Kyoraku libère alors Katen Kyokotsu, dont on ne connaissait pas les réelles capacités à l'époque. Et c'est là qu'il commence à nous montrer sa vraie façon de combattre, en tentant d'attaquer Stark par surprise pendant que celui-ci se disputait avec Lilineth. Après avoir esquivé son attaque, Stark va utiliser une de ses techniques les plus marquantes, le Zero Metralleta,
avec laquelle il peut tirer des serros en rafale. Mais c'est une technique qui peut être contrée par Sogyo no Kotowari, le Zanpakuto d'Ukitake, et je pensais vraiment à ce moment-là que les deux combattraient et vaincraient Stark ensemble. Vous imaginez bien ma déception quand j'ai vu que finalement, Ukitake est mis hors combat par Wonder Wise. Dans tous les cas, Stark va très rapidement cerner le pouvoir de Sogyo no Kotowari, et Kyoraku va en profiter pour tenter une nouvelle attaque surprise, grâce à laquelle Stark se rendra compte que son adversaire est bien plus malicieux qu'il n'y paraît. Mais comme je le disais, c'est à ce moment que Wonder Wise fait son apparition, et franchement je comprends pas comment Ukitake peut se laisser avoir comme ça. Mais bon, on en a déjà souvent parlé, c'est aussi pour permettre aux Vizards de faire leur entrée et d'avoir leur moment. Mais bon, le voir se faire transpercer comme ça a vraiment le don de m'énerver. C'est juste après que Kyoraku se mangera de plein fouet un serrot de Stark, qui en a profité pour l'attaquer en disant que désormais, Aizen était lassé d'attendre. On voit donc que malgré son caractère, il a pour but de respecter la volonté d'Aizen, envers qui il est très reconnaissant, car c'est grâce à lui qu'il a pu faire partie d'un groupe et avoir un semblant de but. Vous le savez, le combat prend donc ici une nouvelle tournure, et Stark va affronter un autre duo de capitaines, ou du moins ex-capitaines, Rose et Love. Et ce qui est vraiment dommage pour ma part, c'est que bien qu'il croise la route de 4 possesseurs du Bankai, jamais un seul ne sera utilisé contre lui. Ce que j'aurais vraiment kiffé, c'est que Love dévoile ici son Bankai, mais que lui et Rose soient quand même battus. Ou alors que Kyoraku vienne reprendre le combat en main en voyant que le Bankai de Love est inefficace par exemple. Ça aurait donné plus d'impact au combat, et on aurait pu voir un Bankai de plus, puisqu'au final on ne verra jamais celui de Love Aikawa, le fameux Vizard en ensemble Adidas. Et pourtant j'adore quand même ce combat, et le fait que Stark soit en mode semi-dépression après avoir assisté à la défaite de Baragan. On comprend qu'il est troublé de voir un compagnon mourir au combat, même si ces deux-là n'avaient pas d'affinité particulière. Face aux deux Vizards, c'est Lilinette qui va motiver Stark à combattre plus sérieusement, en lui rappelant qu'il doit faire honneur à son rang d'espada, alors qu'elle est complètement agacée par le comportement du Primera. Mais rappelons que depuis le début du combat, Stark est en mode Osef, il n'a encore quasiment rien montré, et l'attaque qu'il vient de subir de Tengumaru, le Zanpakuto de Love, ne lui a absolument rien fait. Il va facilement être en mesure de faire très mal à ses deux opposants, en dévoilant sa technique ultime, qui si je dis pas de bêtises n'a pas de nom officiel. En tout cas dans le jeu Bleach Soul Resurrection, elle est appelée Camarada. Cette technique consiste à briser des morceaux de son âme, qui se matérialise alors sous la forme d'une meute de loups, qui explose en mordant ses adversaires, un peu à la manière de la Super Ghost Kamikaze Attack de Gotenks dans Dragon Ball. Après avoir reçu de gros dégâts, Rose et Love allaient probablement dévoiler leur Bankai, mais c'était sans compter sur Kyoraku, qui va à nouveau attaquer le Primera par surprise, avec une attaque qui cette fois le blessera gravement. En utilisant le Kageoni, Kyoraku a pu le surprendre, et regardez cette planche. Le regard de Kyoraku il est juste abusé, il fait presque froid dans le dos, mais en même temps t'as l'impression qu'il est désolé et qu'il n'avait pas le choix. Et même si Stark va rapidement comprendre les pouvoirs de Katen Kyokotsu, Kyoraku sera en mesure de le battre grâce au Hiro Oni, en annonçant la couleur noire alors qu'il se débarrasse de son Aori de capitaine. Mais avant sa défaite, Stark semblait aussi vraiment ailleurs, comme s'il était parasité par ses pensées. Parmi les Spadas, c'est celui qui ressemble le plus à un humain en Resurrection, et c'est aussi celui qui quelque part s'embarrasse de beaucoup de sentiments qui ne sont d'habitude pas propres aux Holo, mais plutôt aux hommes. Le doute, la tristesse, la désinvolture, l'esprit de camaraderie, l'anxiété ou encore l'introspection sont des choses très présentes chez lui, et le fait de ne pas savoir les gérer a selon moi grandement joué sur sa défaite. Bien qu'il soit naturellement surpuissant, ce qui lui vaut son rang de Primera, il ne possède pas d'esprit combatif et semble même gâcher son potentiel. À aucun moment il ne semble avoir pris du plaisir dans cette bataille, et Love sera d'ailleurs très surpris de voir que Stark est perturbé par la mort de Baragan, et ne manquera pas de le faire remarquer. Mais je pense qu'il y a une piste d'explication au fait qu'il gâche son potentiel, et qu'au final son combat n'est pas aussi spectaculaire que ce à quoi on s'attendait. Dans une interview, Kubo disait qu'à la base, il avait prévu de ne créer que 7 espadas, qui auraient représenté chacun un des 7 péchés capitaux. En y pensant, Stark aurait donc certainement représenté la paresse, et ça fait complètement sens avec son caractère fainéant, et cette histoire de potentiel gâché. J'en profite aussi pour glisser une petite anecdote, les noms des espadas sont tous issus de noms de vraies personnes, des architectes plus exactement. Stark vient de Philip Stark, alors qu'Ulquiorra par exemple vient de Patricia Urquiola. Voilà pour les petits facts inutiles, c'est moi qui régale, c'est avec plaisir. Avant de s'éteindre, Stark se rappellera qu'en faisant partie de l'Espada, il n'était plus seul, alors qu'il revoit la silhouette de tous ses camarades, sauf Yami. Peut-être parce que c'est l'Espada 0, j'en sais rien, mais en tout cas c'est marrant de le noter. Il s'excusera aussi de ne pas avoir pu rembourser sa dette envers Aizen, et le combat prend fin sur la fameuse citation mythique de Kyoraku. Et c'est comme ça que prend fin l'histoire de Coyote Stark, le Primera Espada, qui selon moi mérite amplement son rôle, même si je suis d'accord sur le fait qu'il est très peu exploité par rapport à d'autres Arrancars. Mais ça ne suffit pas pour faire de lui un mauvais personnage, et selon moi il soulève pas mal de questions intéressantes. Au final, a-t-il vraiment bien fait de suivre Aizen ? Est-ce qu'échapper à la solitude était une raison suffisante pour se rallier à quelqu'un qu'il ne connaissait pas ?
Sa mort est pour moi l'une des plus tristes de l'Espada, et je pense que c'est un personnage qu'on doit surtout pas sous-estimer. Allez, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo comme toujours, et je vous invite à m'envoyer tout votre Reiatsu pour la fin d'année, histoire de me chauffer à fond pour commencer 2021 avec de grosses vidéos. On est presque 20 000 abonnés, c'est quand même un truc de fou, et on a encore tellement de sujets à traiter sur Bleach avec les light novels, le retour de l'animé et tous les autres concepts que j'ai en tête, alors j'espère que vous serez au rendez-vous, et sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes, vive Bleach, et à la prochaine tout simplement.